Et salutations à vous, fans du sorceleur. Voilà, je n'ai pas pu moi aussi résister à vous faire une petite vidéo sur le teaser officiel de la série The Witcher qui va sortir sur Netflix. Et donc je voulais un peu discuter de tout cela. Alors bon, ma vidéo est modeste, mais j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va étudier un peu plan par plan. Donc là on voit Geralt de Rive about witches. de dos. Is it true what they say? Elves are the original. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que bon moi, d'après moi, c'est la scène de Blaviken quand il prend le sinistre surnom du boucher de Blaviken. C'est une affaire assez sombre qui tombe un peu sur Geralt. Bon, je vais pas vous spoiler des masses, mais bon, il est face à un dilemme, hein, comme souvent dans dans toute la saga de Sapko. Il est face à des dilemmes. Et là, au fond de son cœur, il aurait aimé bien sûr terminer cette problématique, donc à Blaviken, en évitant cette débauche de sanglante. Mais malheureusement, il ne pourra pas faire autrement que d'en venir aux mains et aux armes. Alors ce qui est bien, là, bon, on voit pas trop bien, mais la ville moyenâgeuse, est je trouve assez bien rendue. On voit les bâtiments qui sont quand même relativement ternes, délavés, abîmés. Donc on voit que la populace a autre chose à faire que d'entretenir impeccablement aussi ses façades. Par rapport au médaillon de Geralt, moi je le trouve très réussi. Il est beaucoup plus près justement des romans que de la version 3D des jeux vidéo. Car pour l'époque, il est bien plus facile de faire un moulage d'un médaillon plat que d'un médaillon en 3D avec de la volumétrie sur la tête de loup. Après, il est vrai qu'il fait plutôt un médaillon en argent. On ne voit pas tellement le côté magique de ce médaillon, mais bon, ce n'est pas bien très grave. Par rapport au personnage, eh bien, moi franchement, je trouve que vraiment il est génialissime. L'acteur campe super bien Gérald de Rive. Is it true what they say? Elves are the original sorcerers of the. Alors là, nous sommes face donc aux dryades de Brokilon. Les dryades sont des créatures bien sûr mythiques, mais au cours des siècles, alors bien sûr sans trop vous spoil aussi, c'est des créatures mythiques qui sont liées bien sûr à la forêt. Elles naissent des arbres en fait. Elles sont des enfants de la forêt, humanoïdes. Et en fait, au fil des siècles, leur espèce a été l'espèce, je dirais, naturelle, donc vraiment la dryade pure, véritable, a peu à peu ont été de moins en moins nombreuses. Et les dryades, en fait, ont pu survivre en dérobant des femmes ou en ayant des relations bien sûr sexuelles avec des hommes et en tuant tout enfant mâle et en ne conservant que les enfants femelles. Donc les dryades sont des créatures des bois. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est le détail quand même, le soin. Bon alors, dans le roman, ce sont des archères hors pair. Elles sont terribles à l'arc, elles peuvent tuer à des centaines de mètres. Les humains n'ont même pas le temps de voir d'où le tir vient. Mais ce que j'aime bien là dans cette image, c'est qu'on voit vraiment l'équipement des dryades qui est fait de bois. En fait, les lances, tout ça semble en os. Tout ça, même les épées, on voit très bien que les pommeaux font plutôt penser à de l'os que à du métal. On voit par contre peut-être la chef des dryades, mais qui est logiquement une dryade pure,
pur sang, c'est-à-dire très ancienne, qui a vraiment tout de la dryade. Donc là, j'ai un peu de mal, mais pourquoi pas, pourquoi pas. La deuxième chose qui me surprend un peu, c'est le côté, la tiraille un peu métallique qu'aurait donc Etitmé, mais bon, pourquoi pas. Elle est en tout cas pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc là, on voit. When humans and monsters arrive. Alors ici, ça doit être sûrement une magicienne de l'Empire du Nilfgaard, accompagnée des soldats du Nilfgaard qui se rendent dans un village. Pourquoi faire? Là, ça ne me parle pas des masses. Alors ici, nous avons un plan très intéressant où on voit Yennefer avec la doyenne, sûrement la doyenne du collège d'Arethusa, qui forme en fait Yennefer et qui va la transformer. Alors j'aime bien cette vision-là, qui est quand même pas mal par rapport au roman. Bon, dans le roman, Gérald comprend que Yennefer en fait a des stigmates, je dirais, physiologiques de son ancienne vie. Si Yennefer est la plus belle des femmes, Gérald comprend qu'il y a des, comment dirais-je, peut-être des réflexes ou des mimiques de l'ancienne Yennefer qui devait être donc boussue et laide, hideuse. Et donc là, on va voir le changement de Yennefer en superbe magicienne. Et j'aime bien cette version de cette série parce que on voit vraiment que la transformation a coûté à Yennefer. Donc là, on voit la doyenne d'Arethusa, qui se livre déjà à quelques petits sortilèges mineurs. Là ici, la rencontre donc d'un des amants de Yennefer, je n'en dirai pas davantage, c'est un magicien aussi, et il explique encore à Yennefer, qui est sous sa forme, je dirais, hideuse. On voit très bien justement peut-être le côté bossu aussi de Yennefer, car Gérald se doutait que Yennefer devait être anciennement bossu. Donc ici, on a peut-être Tanned, une version de Tanned, bon, vue par les scénaristes et les auteurs de la série Netflix de The Witcher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, elle est très austère, on voit. Alors, dans le roman, c'est une île, c'est plutôt un doigt de roche qui s'élève, pareil, un peu plus loin du rivage que là, et qui s'élève par contre dans le ciel, et que ce doigt de roche, en fait, comme un peu les monastères de Macédoine, donc je ne me rappelle plus trop du nom de ces monastères orthodoxes, mais c'est un peu ça, quoi. L'île de Tanned est en fait construite comme des genres de plusieurs bâtiments monastiques, entre guillemets, pourrait-on dire, construite sur cet immense piton de roche. Bon, là, on a quand même le côté austère qui ressort. Donc peut-être une partie, je dirais, de l'école de magie dite pour les jeunes recrues, les apprentis à gauche, et peut-être cette tour très austère, monolithique, voire angoissante, réservée pour les plus émérites des magiciens. Donc là, nous avons Ciri que je trouve vraiment superbe. Au niveau du personnage, franchement, là, il n'y a rien à dire. On peut se l'imaginer comme ça, cette douce petite fille blonde aux yeux, bon, alors logiquement aux yeux verts. Là, c'est vrai qu'il les a plutôt bleus, mais quand même, il est assez difficile, bien sûr, de trouver une jeune fille aux yeux verts, ça ne court pas les rues. Et de surcroît, bien sûr, artiste. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal dans ce rôle. Donc là, sûrement la confrérie du mage. Et là, nous avons donc Gérald,
dans le combat avec la Strige, il utilise dans les romans donc une chaîne en argent qui est totalement absente des jeux vidéo. Cette chaîne en argent va être utilisée dans le combat de la Strige, qui va lui infliger de terribles blessures, de brûlures à la Strige dues à l'argent. Et la Strige va pas du tout apprécier ce passage, mais elle va arriver à s'en défaire et le combat est loin d'être fini. So that's all life is to On a you. Gérald, là sûrement dans Monsters and le money. palais. Alors là, il y a plusieurs petites séquences quand même intéressantes. Alors bon, là nous avons sûrement la Strige qui vient de se régaler. Là nous avons un plan aussi sûrement d'une des pièces du palais, de l'ancien palais du roi Foltest, de Témérie. Monsters and money. Ah, et là bien sûr, très sûrement Triss Merigold. Dans les romans, elle n'a pas, je dirais malheureusement, un rôle aussi flagrant que dans les jeux vidéo. Alors ce qui me surprend, je trouve que la physionomie est très triste, c'est-à-dire je trouve que vraiment l'actrice est flamboyante, voilà, joyeuse, parce que Triss est vraiment à l'inverse de Yennefer, que Yennefer est une beauté un peu froide et au caractère bien trempé. Triss est beaucoup plus joyeuse, émotionnelle. Et bon, par contre, ce qui ne me plaît pas trop, c'est vraiment la disparition totale de la chevelure flamboyante de Triss, parce que ça, c'est un des premiers éléments quand on lit le roman, qu'on s'aperçoit, la flamboyance de la chevelure de Triss. Et là, il faut dire que ça ne flamboie pas des masses, mais bon. Après, je trouve malgré tout que l'actrice a ce côté un peu flamboyant, joyeux, vraiment la positive attitude de Triss, qui est vraiment, à la différence de Yennefer, beaucoup plus positive. Donc mi-figue, mi-raisin, je dirais. Voilà, c'est quand même un peu de Triss. Something out there waits for you. Donc là, on est à Cintra, dans la cour de la reine Calanta. Je voyais franchement la cour beaucoup moins ostentatoire, gothique. Je la voyais beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus pauvre que là. Donc on voit la reine Calante, Ciri bien sûr. Par contre je n'arrive pas, ou je ne me rappelle plus, je n'arrive pas à identifier la personne à la droite de la reine. Donc après les chevaliers sont assez bien faits, je trouve que le côté, bon là on voit qu'il y a eu de l'argent quand même, ils portent tous des jolis blastrons, des beaux manteaux bleus. Je trouve ça quand même assez, les cimiers sont pas mal, je trouve ça quand même assez intéressant. Là on voit qu'il y a quand même de la qualité, un gage de qualité qui est ma foi très bien, avec bien sûr des effets 3D et de décors. Alors là j'ai du mal, je pense que c'est Sakasuri, je n'en suis pas certain. Pourquoi je n'en suis pas certain? Je pense plutôt que c'est peut-être un agent de Foltest. Pourquoi? Parce que on voit dans l'arrière-plan peut-être l'ancien palais de Foltest. Donc je crois plutôt que c'est peut-être le margrave Viscérad qui va peut-être, je ne suis pas certain, ou en tout cas quelqu'un qui veut. Voilà, je ne suis pas certain. Peut-être que c'est Sakasuri, mais Sakasuri le druide, franchement, ça me paraît peu être lui, ou bien franchement, les druides se sont incroyablement civilisés. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Voilà, donc là on voit Yennefer qui a réalisé sa mue. Bien, c'est une super magicienne avec les yeux mauves. Là on voit la souffrance qu'elle endure pour la transformation. Là, une bataille sûrement des Nilfgaardiens contre peut-être la reine Maeve, la reine Calanta,
On sait que Calante était guerrière, qu'elle n'hésitait pas à se battre, mais bon. Là, tout laisse penser que c'est le Nilfgaard. L'infanterie du Nilfgaard. Mais bon, vu la distance, on a du mal à voir les oriflammes et les blasons sur les fanions. Donc là, on a plusieurs plans intéressants aussi. Donc celui-là, tout laisse penser que c'est la fin de Sintra, du royaume de Sintra, avec les attaques du Nilfgaard, qui incendie totalement la ville, qui la brise complètement, cette cité. Après, nous avons cette scène qui est assez intéressante. Donc c'est lors d'une cérémonie organisée dans le palais de Sintra, où justement la reine Calante confie à Gérald le soin de tuer un monstre qu'on voit qui est au centre de l'écran. C'est un homme maudit, transformé en un genre d'homme hérisson, chevalier hérisson. Et on voit donc Pavetta, la fille de Calante, Pavetta qui a déjà en son ventre Ciri. Voilà. Donc je trouve la scène super bien faite, où on voit en fait le pouvoir de la source, parce que Pavetta, en fait, la mère de Ciri, est une source, c'est-à-dire un humain avec des pouvoirs incroyables de magie, mais qu'il ne sait pas du tout maîtriser. C'est-à-dire qu'en fait, il pourrait être un piteux magicien, incapable de proférer le moindre sortilège, alors que dans des moments de doute, de colère, de peur, d'anxiété, il peut manifester des pouvoirs de magie qui dépasseront les rêves les plus fous des magiciens, et sans aucune étude ou travail préalable de sorcellerie. Ça, c'est une magie spontanée qui dépasse tout ce que même les magiciens peuvent concevoir. Donc là, elle est en train d'émettre comme une vague de force qui éloigne tous les chevaliers, dont Gérald. Et je peux vous dire, bon, ceux qui ont lu les romans sauront que ce n'est que le début des effets magiques qu'elle est en train de lancer dans cette salle du trône. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Alors là, par contre, nous voyons Yennefer qui a complètement accompli sa mue. Et là, franchement, elle colle super bien au personnage. Elle est divinement magnifique, avec son petit ruban noir autour du cou et sa pierre de cœur, sa pierre de magie, d'obsidienne, autour du cou. Car les magiciens ont besoin en fait d'une pierre de cœur que souvent ils laissaient sur leur bâton de mage. Mais comme les magiciens ont été de plus en plus poursuivis et recherchés, ils ont opté pour une version plus discrète de la pierre de cœur. Et donc les magiciens ont abandonné de plus en plus le bâton de mage très ostentatoire pour en fait sertir leur pierre de cœur dans des bracelets, des bagues, des colliers. Donc voilà, Yennefer, elle a sa pierre de cœur, l'obsidienne, autour du cou. Donc là on voit sûrement la reine Calante qui est en train de dire à Ciri qu'elle doit fuir et qu'elle doit retrouver son futur père adoptif, Gérald, et sûrement sa mère est en train de lui expliquer qu'elle avait été promise à celui-ci en tant que bien sûr fille, pas en tant qu'amante, mais en tant que fille à élever à Gérald de Rive. Donc là on a revu une petite scène sûrement Gérald à Blaviken. Qu'est-ce que nous avons là? Donc là on a la strige vue de dos, mais on ne voit pas grand chose de cette bête.
Là, bon, bien sûr, sûrement le palais de Foltest, les ruines du palais, et avec tous les cadavres qu'a laissé la Strige derrière elle depuis des années qu'elle s'est élevée au-dessus de son tombeau. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, donc je pense que c'est le combat à Blaviken qui va malheureusement faire rentrer Gérald de Rive dans la légende en prenant le nom de boucher de Blaviken. Donc là on a Yennefer et Gérald qui semblent être dans une orgie à la romaine. Alors je sais pas, c'est assez bizarre, c'est assez absent des romans. Est-ce que c'est une scène liée à l'événement de la confrérie des magiciens à Thanedd? Peut-être, on ne sait pas trop. Donc là, qu'est-ce que nous voyons de ce fameux chevalier hérisson? Alors je ne vais pas vous spoiler davantage parce que ce personnage a une empreinte mais terrible dans tous les romans. Disons, voilà, son histoire est inscrite et va conditionner tout le devenir du continent, c'est pour vous dire. Moi je la trouve bien faite, cette scène de combat entre les chevaliers sinstraciens, Gérald et qui est dans le camp du chevalier hérisson. Pour une fois, il n'est pas contre, pour une fois. Assez souvent en fait. Gérald est assez souvent avec le monstre plutôt que contre le monstre. Car il s'aperçoit que, bon voilà, comme il le dit souvent, la plupart des monstres ont face humaine. Et voilà. Et donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là on voit les dryades. Alors voilà, ce qui choque un peu. Bon, c'est pas trop mal, mais les lances sont bien faites, elles sont justement très végétalisées. Ces lances, on voit qu'elles sont faites d'os ou de végétaux, de bambou, voilà. Après il y a le côté métal des bracelets ou de l'or des dryades qui déjà me plaît beaucoup moins. Après, par contre, le maquillage et la tenue de la dryade, je les trouve vraiment sensationnelles. Elles sont bien raccord avec les romans. Mais néanmoins, la vision, ma foi, très intéressante. Après, voilà, le deuxième point que je voulais souligner. Là, toutes les dryades ont des lances. Ah, Window qui s'est un peu, qui vient de s'inviter. Et donc les dryades ont des lances. Et bon, dans les romans, elles auraient plutôt eu des arcs que des lances. Bon, dommage. Donc là, on voit Gérald en train de faire un signe. Alors pareil, sûrement durant le combat contre à Blaviken, contre une bande de mercenaires dirigée par une nana plus que bizarre. Voilà. Et Gérald qui va combattre donc un monstre. Alors moi je dirais, parce que sur la toile on entend beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça n'apportera pas grand chose tant que nous n'aurons pas vu ce fameux épisode. Moi je dirais que c'est une arachnomorphe, parce que les arachnomorphes, bon déjà bien sûr au nombre de pattes, il y a bien 8 pattes comme une araignée. Les arachnomorphes, il y a des versions colossales d'arachnomorphes, et ces versions peuvent même avaler un bœuf entier. Donc on pourrait être devant cette version gigantesque d'un arachnomorphe qui vit dans les marais. Apparemment certaines d'entre elles peuvent vivre dans les milieux humides. Voilà, ça peut être ça. Ou alors aussi, pourquoi pas, une création d'Alzur. Alzur était un magicien qui a fait de l'hybridation d'espèces et qui a fait des versions assez gigantesques et a croisé des versions aussi, a croisé des monstres et les a hybridés pour créer de nouvelles espèces. Alors bien sûr, Alzur avait dans l'idée de faire des créatures de plus en plus létales, des armes en fait que pourraient bien sûr contrôler les magiciens. Mais c'est vrai, voilà, moi je dirais, allez, plus un pour l'arachnomorphe, puis nous verrons bien. Et là nous avons bien sûr Gérald qui est intoxiqué sûrement par ses potions. Alors c'est vrai qu'avec les jeux vidéo on a du mal à voir le Gérald intoxiqué,
Mais dans les romans, quand Geralt boit des potions, à la différence des jeux vidéo, il ne le fait pas à la légère. Alors que dans les jeux de vidéo, ça fait vraiment partie du gaming et on ne peut pas se passer de boire des potions pour son personnage. Mais là, dans la série, dans les romans, il réfléchit à 2 fois avant d'absorber les potions parce que les potions ont des effets secondaires terribles. Il le paye, il y a des changements physiologiques et physionomiques terribles. Donc là, sûrement qu'il a donc consommé des potions face au combat, face à cet arachnomorphe gigantesque. Ou oui, voilà. Et voilà, je vous ai fait le tour donc de ce petit teaser. Bon, ben, je le trouve génialissime. En tout cas, moi, je suis super enchanté. J'attends vraiment avec impatience cette série. Parce que pour moi, jusqu'à présent, tout est, à part quelques petits détails, mais ma foi, très personnel. Franchement, je crois qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Après, il faut qu'ils le fassent aussi avec leur goût, leur fibre créative et artistique. Donc, ma foi, voilà, c'est très très bien. C'est la vision aussi d'une équipe d'artistes. Bon, je sais qu'ils ont eu quand même Sapco en consultant, bien sûr. Mais bon, voilà, et même Sapco, je pense qu'il a dû accepter aussi que bon, ben, l'équipe créative puisse aussi suivre un peu sa voie, son sentier, faire son Geralt de Rive comme les jeux vidéo en fait. Il faut pas se leurrer, les jeux vidéo ont poursuivi l'œuvre de Sapco en faisant à leur sauce. Voilà. Et bon, bien sûr, ça a fait tout le sel de ces aventures et tout leur succès parce que c'était des gens passionnés, toutes ces équipes. Et ils ont fait un boulot vraiment de passionnés qui ne laisse pas indifférent. Bon, et bien allez, à ciao et à la prochaine.